sur Autour du bien-être. Je suis Emmeline et cela fait plus de 15 ans que j'évolue dans le monde du bien-être et du spa. Autour du bien-être est une invitation à explorer cet univers à travers des rencontres, mes expériences et des rituels venus d'ailleurs. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Ce que j'aime partager à travers les interviews du podcast, c'est l'humain, son parcours, sa vision et sa pratique autour du bien-être, qui aujourd'hui sera avec Clélia, référente en sonothérapie. Elle a publié des livres, développé son approche unique autour de la sonothérapie et a aujourd'hui formé plus de 3500 personnes. Clélia, bienvenue sur ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Je suis ravie moi aussi de partager ce moment avec toi. Merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Clélia, je t'invite du coup à nous expliquer ton parcours et ce qui t'a mené à la sonothérapie. Alors, ce qui m'a menée à la sonothérapie, je dirais que c'est le parcours de toute une vie. Bon, je crois que c'est toujours un peu comme ça, hein. Mais c'est vrai que moi, ça a commencé très tôt, puisque je suis née dans une famille qui avait 2 particularités. La première, c'est que c'était une famille de musiciens. Ma mère, depuis toute petite, elle était dans la musique, elle est auteure, compositeur, interprète. Elle a fait du chant lyrique, 1er prix, elle a eu plein de prix au conservatoire. Elle a fait une carrière surtout au départ dans le gospel pendant de nombreuses années. Dans un groupe, elle a fait beaucoup de salles, notamment de très grandes salles, puisqu'en fait, elle était fille de pasteur. Mon grand-père était pasteur, donc elle D'accord. chantait d'abord beaucoup dans les églises. Donc grosse carrière dans le gospel. Et puis elle a rencontré mon papa qui travaillait en maison de musique, maison d'édition de musique, et puisqu'il était ingénieur du son, producteur, manager et lui-même musicien. Et donc ils ont passé une grande partie de leur vie ensemble à faire de la musique, notamment de la pop. Et c'est pour ça que j'ai grandi dans les studios de musique, dans les sessions d'enregistrement, les salles de concert, les boîtes de nuit, voilà, vraiment grandi dans le milieu de la musique, auprès aussi d'artistes extraordinaires de la musique. Donc d'une part, j'ai né dans une famille de musiciens. Moi-même, donc j'ai fait de la musique. J'ai d'abord fait du chant lyrique. J'avais vraiment cette conscience qu'avec la voix, on pouvait transmettre quelque chose de très puissant, et notamment avec le chant lyrique, j'avais eu des perceptions physiques très fortes dans ma jeunesse, d'abord en écoutant ma mère pendant ses cours de chant, et puis moi-même en pratiquant. Je rentrais dans des états d'extase et des états modifiés de conscience très particuliers, en écoutant de l'opéra, mais aussi en chantant et en plaçant le son d'une certaine manière. Je sentais vraiment que dans le corps, c'était très puissant et qu'on pouvait donner le frisson à des personnes, donc il y avait quelque chose d'assez transformateur déjà dans le son, dans ma perception. Et puis, ce qui m'a aussi menée à la sonothérapie, donc c'est d'une part la musique bien sûr et grandir dans le milieu du son, mais aussi qu'une grosse partie de ma famille, depuis des générations, est reliée à différentes formes de spiritualité, puisque comme je te l'ai dit, déjà mon grand-père était pasteur, mais j'ai pas mal de personnes dans ma famille qui sont encore aujourd'hui pasteurs. Il y avait aussi d'autres croyances, d'autres façons de pratiquer la spiritualité, mais c'est sur plusieurs générations, parfois avec des conflits aussi entre les familles, sur les croyances. Et c'est ce qui fait que très rapidement, je me suis dit, il faut que je trouve finalement quel est mon chemin à moi, notamment spirituel. Dans ma famille, il y a aussi beaucoup de thérapeutes, hypnothérapeutes, etc. Et donc, c'est ce qui m'a amené à parcourir le monde, à chercher, à explorer, à étudier tout ce qui touche de près ou de loin à l'esprit, à la relation entre le corps et l'esprit. Donc, j'ai étudié les médecines naturelles plus récentes, mais surtout ancestrales, la naturopathie, un peu de médecine chinoise aussi dans mon parcours. Bien sûr, bien sûr, je dis bien sûr, mais le yoga, ça a été un moment important aussi dans mon parcours. J'ai passé pas mal de temps en Inde, notamment dans des monastères, à étudier le yoga, mais aussi le yoga du son, la mantra-thérapie. Donc vraiment beaucoup d'études sur ce sujet-là. J'ai étudié les neurosciences, notamment aussi à travers l'hypnose, les états modifiés de conscience, la sophrologie, des techniques psycho-corporelles, manuelles, enfin énormément de choses, et je continue encore aujourd'hui à me former et à étudier. Et c'est ce qui m'a amené progressivement, en liant les deux,
à réunir à la fois mon histoire avec la musique et finalement comment le son vient nous transformer et interagir avec le corps, l'esprit et toutes les dimensions de notre être. Et ce qui m'a amené à la sonothérapie, finalement, c'est un jour où, pendant un voyage, j'étais dans le nord de l'Inde et on pratiquait énormément les mantras plusieurs heures par jour. C'était très, très intense comme formation et où j'ai vraiment perçu qu'il y avait des choses qui étaient assez fortes qui se passaient. Et à ce moment-là, vraiment, ce voyage-là a été assez significatif dans le fait de me dire, OK, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de faire avec la musique plutôt que de faire un groupe de métal symphonique ou de faire des concerts. Je crois que j'ai vraiment envie d'ouvrir des espaces de transformation avec le son. Incroyable. Et c'était il y a combien de temps ça? Il y a presque 10 ans, oui, j'ai cette prise de conscience où je me dis, là vraiment, avec tout ce que j'ai étudié, vraiment, j'ai étudié énormément de techniques et d'approches, que ça soit en bien-être ou en médecine douce, médecine complémentaire intégrative, et où il y a une prise de conscience de me dire, OK, le son, c'est vraiment le lien entre toutes ces pratiques, c'est la base, c'est l'essence même, en fait. Donc, ouais, je dirais que ça fait à peu près 10 ans, bientôt. Mmh. OK, très bien. C'est super intéressant en tout cas comment tu as pu, de par ton parcours, transformer, aussi ce que tes parents t'ont transmis et tout ça, donc c'est super, ouais, super inspirant. Et depuis, dans ces 10 années, tu as, commencé du coup avec des prestations où tu faisais de la sonothérapie avec des instruments? Comment ça s'est passé à tes débuts concrètement, en sonothérapie? Jusqu'à, aujourd'hui finalement où tu proposes, maintenant plutôt, des formations? Enfin, peut-être que tu pratiques encore aussi? Enfin voilà, tu vas peut-être nous expliquer un peu plus, par rapport à ça. Eh bien, merci. Ce que tu viens de me dire m'a touchée sur, le fait de, transformer, finalement, ce qui nous a été transmis. Et c'est vrai que c'était une recherche personnelle et je crois que ça l'est encore, mais sur, qu'est-ce que je fais finalement de tout cet héritage, musical et au-delà. Donc merci, de l'avoir, souligné. D'ailleurs, en fait, donc comment ça a évolué? Et bien, justement pendant ce voyage-là qui a été très marquant où j'ai passé pas mal de temps en Inde, mais aussi en Amérique du Sud notamment. Hem, Pendant ce voyage-là, je me suis dit: «Ah mais en fait, heu, ta mission entre guillemets, en tout cas ce que tu peux vraiment et qui est cohérent et aligné que tu transmettes avec le son, c'est des espaces de transformation». Mais à ce moment-là, je savais pas exactement comment j'allais le proposer. J'avais reconnecté avec la pratique instrumentale parce que la pratique de la voix, ça a toujours été très central, puis je t'en ai déjà parlé tout à l'heure avec l'opéra, et cetera. Mais j'avais aussi une pratique instrumentale, notamment à travers le piano. Mais là, à travers le monde, j'ai découvert pas mal d'instruments, notamment des percussions, les bols chantants, bien sûr. Et en me reconnectant à la pratique instrumentale, je me suis dit que j'avais vraiment envie de créer des espaces qui mêlaient à la fois une pratique vocale, une pratique instrumentale, une pratique finalement qui soit complète, riche et qui permette vraiment de s'explorer en profondeur avec le son. Et donc quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à proposer tout simplement des séances de yoga du son et d'exploration par le son. Ça a commencé très simplement parce que j'avais une de mes voisines qui organisait des cours de yoga, chez elle, une fois par, semaine, le dimanche matin. Et en fait, je venais assister à ces cours de yoga et je rentre de voyage et je rapporte un instrument et je lui montre l'instrument. C'était un drum, je crois, le premier instrument. Je pense que ça devait être un tongue drum, si je me souviens bien, et puis bien sûr des bols et d'autres percussions. Mmh. Et elle me dit: «Bah tiens, après un cours de yoga, viens, fais-nous écouter». Et donc ça a commencé comme ça. J'allais après ces cours de yoga. J'étais moi-même à l'époque diplômée aussi de professorat de yoga. Donc à la fin de ces cours, je venais et je proposais des instruments. Puis les gens me disaient: «Ah mais ça c'est génial, ça j'adore», et cetera. Et puis ça m'a donné confiance pour proposer, ce que moi j'avais vraiment envie de faire, ce qui me plaisait vraiment avec le son. Et donc je proposais ce qu'à l'époque j'appelais pas tout à fait encore des voyages sonores, qui étaient des séances où on faisait des mantras et une écoute d'instruments, de plusieurs instruments que je jouais, vraiment tout type d'instruments. Ça a commencé comme ça et je me souviendrai toute ma vie, un jour, un dimanche matin, je sors d'une expérience sonore que j'avais animée, parce que petit à petit, en fait, en plus des cours de yoga, il y avait mes sessions à moi que j'organisais chez elle et qui étaient que concentrées sur ma pratique. Il y avait plus du tout de yoga au début. Et je sors de ce cours-là, ma mère était venue me voir
Et pendant ces cours-là, c'était des dons, tu sais, ils mettaient des sous dans un chapeau, quoi. Chacun mettait ce qu'il Mmh. voulait. Et je dis Oui. à ma mère, tu vois, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie, mais je gagnerai jamais ma vie avec ça. Est-ce que je sors de là? Et elle me dit, ah bah tiens, combien t'as fait dans le chapeau? Je dis, oh bon, je sais pas, mais tu sais, c'est symbolique. Je gagnerai jamais ma vie avec ça. Et c'est vraiment, ça me fait toujours sourire de repenser à ce moment-là parce que c'est aussi quelque chose que j'aime dire aux praticiens qui se lancent dans le bien-être et qui parfois ont une approche qui est peut-être pas la plus conventionnelle. Bon, c'est peut-être pas du massage californien, c'est peut-être pas une pratique qui est déjà très connue et implantée. Et j'ai envie de leur dire, faites-vous confiance parce que vous voyez, moi, je pensais que je gagnerais jamais ma vie avec mes expériences sonores qui à l'époque paraissaient très farfelues, parce qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé, c'était pas du tout la mode en France. Hein. C'est quelque chose qu'on faisait beaucoup à Bali, à Koh Phangan, dans ces lieux très internationaux du bien-être, tu vois. Mais à Los Angeles, bien sûr, j'imagine déjà, même si j'y ai jamais été. Mais en France, c'était pas très très connu. On faisait pas des voyages sonores comme aujourd'hui, des Mmh. bains sonores, pas autant. Il y avait quelques bains de gong, un petit peu de bains au bol, mais c'était pas très courant. Donc voilà, juste un message pour vous dire que voilà, on se dit ah je gagnerai jamais ma vie de ça et puis aujourd'hui bah c'est vraiment mon métier parce que ce qui s'est enchaîné ensuite c'est que j'ai animé beaucoup d'ateliers, de stages, j'ai travaillé en cabinet aussi, j'ai développé progressivement, j'ai approfondi ma propre méthode avec le son. J'avais beaucoup étudié, ça je t'ai pas dit tout à l'heure bien sûr, mais j'ai énormément étudié autour de la musique, du son, de la sonothérapie, sur différentes cultures, différentes approches, des formations un petit peu partout dans le monde. Mmh. Et donc là, je me suis concentrée d'abord pour bien peaufiner mon approche à moi, ma méthodologie. Donc j'ai accompagné encore une fois beaucoup de personnes en stage, dans des retraites, en cabinet. J'ai travaillé aussi avec une psychopraticienne avec qui on a accompagné des personnes en individuel mais en duo. Elle faisait de l'accompagnement donc en, en psychothérapie. Et puis moi, je l'accompagnais les mêmes clients, les mêmes patientes et patients avec le son, avec ma méthodologie, mais aussi avec une approche d'expression et de libération par le corps, puisque je travaille aussi beaucoup avec le toucher, le mouvement, etc. Ça commence à beaucoup se développer. J'anime des stages et des ateliers en France, dans le monde. Je commence à amener des Français en Inde, à former en présentiel, à ma méthodologie, à ma technique et à la sonothérapie. Et puis là, confinement, on peut plus voyager. On peut plus animer de stages alors que j'avais des stages programmés pour une année quoi en France et en Inde. Ah oui. Et donc là, je lance le en ligne. Je commence à me dire ok bah comment je continue à faire mon métier. Et donc j'ai commencé à travailler en ligne, à créer des expériences sonores d'abord pour des personnes pour qu'elles se fassent du bien pendant le confinement. Tous les dimanches matins, on se retrouvait sur Instagram en live. Il y avait des centaines de personnes. C'était un moment assez spécial, assez fort, où j'animais des voyages sonores et des expériences sonores en ligne. Et c'est comme ça que le en ligne s'est développé. Aujourd'hui, c'est le plus gros de mon activité. J'ai à la fois des programmes où, avec ma méthodologie, avec ma méthode, avec le son, j'ai des programmes où tu peux écouter. C'est des séances qui sont préenregistrées et où tu peux écouter les séances quand tu en as besoin. Et puis, des fois, je le fais aussi en live, bien sûr, hein, sur les réseaux sociaux et au-delà. Et puis aujourd'hui, surtout, je forme. La formation en ligne, elle existe depuis 6 ans maintenant. Enfin, depuis, en fait, plus que ça, puisque c'est depuis le confinement. Donc, ça fait 6 ans qu'on fait la formation en ligne. Aujourd'hui, on a plus de 3500 professionnels, que ce soit des personnes qui soient dans la santé, qui travaillent en oncologie, dans les hôpitaux, en soins palliatifs, que ce soit des personnes qui travaillent dans les écoles. J'ai aussi beaucoup de profs de yoga. J'ai bien sûr aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans des instituts, dans des spas. Vraiment professionnels du bien-être, du yoga, de l'accompagnement, de la santé, que je forme du coup depuis 6 ans en ligne. On a créé la plateforme en ligne sur la sonothérapie qui s'appelle l'Art du Son. Et on est très heureux aujourd'hui d'avoir une communauté qui est extraordinaire, parce que au-delà d'être une formation complète, donc en ligne, c'est surtout à la fois une communauté. Donc je t'ai dit, il y a 3500 professionnels aujourd'hui, 3500 élèves, artisans, artisanes du son, que j'embrasse très fort d'ailleurs, parce que je suis sûre qu'ils vont écouter ce podcast, et qui est une communauté incroyable, parce que c'est des élèves qui viennent de partout, dans toute la francophonie, en France, au Canada, en Belgique, etc. Et aussi, surtout, des personnes qui travaillent dans tous les milieux, comme je t'ai dit. Et ensemble, on grandit depuis 6 ans. Il y a des retours d'expérience. En fait, finalement, on fait grandir la sonothérapie
de par notre communauté qui travaille dans tous les milieux, mais aussi parce que l'art du son, c'est un espace que j'ai voulu être une plateforme de ressources qui est vraiment la plateforme si tu t'intéresses à la sonothérapie, puisque tu y trouves à la fois une formation complète, mais aussi des experts qui vont venir animer des masterclass, des tables rondes. Je te donne un exemple. Par exemple, on parlait pas de TDAH quand on a commencé il y a 6 ans, on en parlait très peu. Maintenant, c'est un sujet plus, entre guillemets, d'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de conscience des choses. Et donc, par exemple, là, tu vois, on va animer une table ronde sur ce sujet-là, neuroatypie et sonothérapie. Donc, on évolue, on fait évoluer les pratiques. Et on a aussi des études, on réunit les études scientifiques. Donc, tu vois, c'est vraiment l'endroit où il faut être si tu t'intéresses à la sonothérapie, que tu sois débutant ou que tu sois même professeur en sonothérapie. Vraiment, si ça t'intéresse, c'est l'endroit où il faut être. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on a d'autres formations sur la voix, sur l'enregistrement. Voilà. Principalement, on fait de la formation en ligne, mais on anime aussi de très gros événements, soit des événements en ligne, soit bientôt. J'espère on va refaire du présentiel puisque ça me manque énormément. Trop bien. Et du coup, tu dis «on», tu travailles plus toute seule maintenant? Alors oui, ça a été, ça s'est fait progressivement. Au début, j'ai jamais vraiment été toute seule, puisque j'ai OK. la chance d'avoir mon mari qui est un entrepreneur et qui m'accompagne depuis le début de l'aventure, plus ou moins, mais aujourd'hui, il travaille, à 100 dans l'entreprise, à mes côtés. Et puis, j'avais aussi mon meilleur ami à un moment qui travaillait avec moi, qui m'accompagnait parce que, gestion de la formation, pédagogique, gérer les élèves, Mmh. enfin voilà, toute la partie finalement, gestion pédagogique des formations, les examens, et cetera, enfin, pour être à mes côtés. Puis il est parti faire le tour du monde, ça te dit quelque chose? Quelque chose que Ah tu oui, connais? effectivement. Et donc du coup, voilà, il s'est dit: «Bon», on s'est dit tous les 2: «Vas-y, profite à fond de ton tour du monde», et cetera. Et aujourd'hui, je travaille avec, j'ai une équipe, on est plusieurs, donc j'ai la chance d'être très bien accompagnée, d'avoir des personnes magnifiques qui travaillent avec moi et qui m'aident sur la partie, comptabilité, gestion, internet, marketing, communication, mais aussi gestion, des élèves, les examens, tout ce qu'il y a à faire finalement, organisation d'événements. Donc ouais, on a une belle équipe là. Depuis cette année, on a constitué, une belle équipe, c'est vrai. Trop bien. Franchement, c'est incroyable de voir comment tu as pu, évoluer, de tes débuts à maintenant en tout cas et de t'être écoutée aussi. Je pense que tu as dû beaucoup travailler sur toi pour suivre, cette intuition-là que tu avais, j'imagine. Là, tu as expliqué ton parcours. Je voulais te poser la question du coup, qu'est-ce que c'était la sonothérapie et qu'est-ce qu'être sonothérapeute du coup? Mais tu l'as expliqué globalement. Est-ce que peut-être tu veux ajouter, quelques éléments sur, qu'est-ce que la sonothérapie et qu'est-ce qu'être sonothérapeute? Ah oui, merci pour cette question parce que ça me tient à cœur. Tout à l'heure, je te disais, ça fait à peu près, ouais, 10 ans que j'ai vraiment à cœur de faire connaître cette pratique, de nous permettre de la pratiquer aussi, en conscience. Donc oui, ça me fait plaisir de rappeler vraiment plus précisément, de façon très concrète de quoi il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, la sonothérapie, quand tu demandes, à une personne, les gens vont souvent parler des bols chantants. Ils me disent: «Ah bah oui, je connais, j'ai déjà vu les bols dorés». Une fois, j'avais un pompier qui me disait ça, il me disait: «Ah oui, je connais ce que vous faites, j'ai déjà vu les bols dorés». Ou alors ils vont connaître, les gongs, mais on n'a pas Mmh. forcément aujourd'hui, c'est pas une pratique qui est encadrée, déjà il faut le dire, ni structurée en France, même si on y travaille fortement avec ma Oui. communauté, avec mon équipe depuis, 6 ans maintenant, et que bon, là je sens qu'on arrive à un carrefour justement, en francophonie à ce sujet. Donc c'est une pratique qui est pas structurée et on se rend pas compte que finalement c'est une pratique qui est très riche. Il y a énormément de pratiques différentes au sein même de la sonothérapie. Donc pour revenir à la base, la sonothérapie, c'est l'ensemble des pratiques qui utilisent le son pour créer des états de bien-être. Donc Mmh. l'ensemble des pratiques qui vont utiliser le son pour générer des états de bien-être. Et j'insiste sur le thème de bien-être puisqu'on est vraiment une pratique de bien-être, même si on va accompagner des processus de guérison, physique, psychique, avec des pratiques sonores, de manière extrêmement intégrative et complémentaire avec notamment la médecine. Hein. Je te dis, j'ai pas mal d'élèves qui travaillent dans les milieux médicaux et hospitaliers. Il y a de grandes Mmh. choses qui sont à venir dans les années prochaines. Et le sonothérapeute, lui, son rôle, il va être de créer des espaces de bien-être avec le son qui soient pertinents pour les publics. Donc il va adapter en fait les pratiques sonores qu'il va proposer
au public qui va recevoir. Et vraiment sa mission, c'est de savoir bien s'adapter à un contexte physique, psychique au mieux pour proposer une pratique qui accompagne au mieux. Les pratiques, tu vois, on a parlé de la voix. On peut utiliser aussi donc des instruments. En sonothérapie, on utilise tous les instruments qui existent. Même, donc, tu vois, guitare, piano, c'est totalement possible. Mais c'est vrai qu'en sonothérapie, il y a des instruments qu'on va utiliser particulièrement, comme donc les bols chantants, les instruments en cristal, le tambour, les gongs, les diapasons, etc. Soit parce que ce sont des instruments qui vont avoir une forte capacité à générer des états modifiés de conscience très facilement et de manière très agréable et confortable, et plus ou moins sécuritaire en fonction des publics, soit parce que ce sont des instruments qui vont nous permettre de travailler sur des fréquences très précises et qu'on va venir proposer à poser sur le corps, comme par exemple les diapasons, avec lesquels on peut travailler un peu à la manière de l'acupuncture notamment. On peut faire plein de choses en diapason, mais notamment, tu vois, comme en acupuncture, on va venir travailler sur des points énergétiques avec le diapason. Donc, il y a pas mal de pratiques. Je te dis, il y a les instruments, les pratiques vocales. Il y a aussi les fréquences très spécifiques qu'on va utiliser, comme les fréquences, les sons binauraux, si tu as déjà entendu parler de ça. Où là aussi, on va chercher à induire des états modifiés de conscience. Donc, il y a pas mal de pratiques, mais le rôle du sonothérapeute, ça va être de bien choisir ces pratiques et de les adapter aux différents publics, puisqu'on est amené à intervenir dans des milieux très variés, instituts, spas, salles de yoga, hôpitaux, psychiatrie, les écoles. J'ai même des élèves qui travaillent dans les prisons, et sur des sujets très variés, que ça soit le stress, des massages, la gestion de la douleur, accompagner la naissance, le deuil, accompagner des personnes qui sont en train de suivre une chimiothérapie. Il y a, en fait, ce qu'il y a de magique avec la sonothérapie, c'est qu'on peut vraiment s'adapter à tous les milieux, ou presque, parce que ça, j'insiste toujours dessus, il y a des contre-indications très importantes et des précautions à prendre en sonothérapie qui sont encore parfois trop peu enseignées ou un peu en surface. Donc voilà. Et la sonothérapie, elle a d'extraordinaire qu'elle est l'âme sœur de toutes les pratiques aujourd'hui de bien-être et j'irais même plus loin de santé. Donc voilà. Oui, c'est vrai que... Je pense que je t'ai bien résumé. Est-ce que Oui. c'est clair ou pas? C'est totalement clair et franchement, je trouve que c'est hyper important aussi, de poser un cadre sur ça parce que comme tu dis, il y en a pas forcément et c'est bien aussi de, voilà, de rappeler les termes, voilà, d'être plus clair dans la direction, même si, comme tu dis, c'est une pratique qui va vraiment s'adapter à, toute autre pratique finalement de bien-être, voire, du milieu médical aussi. Comme tu dis, c'est tellement vaste et c'est quelque chose qui peut être qui peut aller tellement loin en fait que franchement c'est super intéressant et je pense que ça mérite vraiment d'être connu, encore plus donc bravo pour, tout ça et à toutes les personnes qui s'y intéressent aussi pour, le faire connaître. C'est hyper important. Merci. J'ai parlé du fait que tu avais, publié des livres. C'était à quel moment et pourquoi tu t'es lancée aussi dans ça? Alors, l'écriture de livres, c'est quelque chose qui a toujours été là avant même que je travaille dans le milieu du bien-être. Puisque j'avais toujours commencé à travailler sur des projets livres depuis que je suis toute petite. Ça a toujours été un truc à la base. D'ailleurs, c'était vraiment un des métiers que je voulais faire. D'accord. Et quand j'ai commencé dans le bien-être, j'écrivais pas mal déjà pour la presse bien-être. J'écrivais des articles, j'avais un blog, j'écrivais des e-books que je proposais à ma communauté sur le bien-être, sur la naturopathie, sur le yoga. Donc l'écriture, ça a toujours été là. Sauf qu'un jour, il y avait un projet livre qui maturait en moi depuis pas mal de temps. Et en fait, j'ai été contactée par une maison d'édition. C'est pas moi qui ai fait le chemin. Et D'accord. j'ai même été contactée par 3 ou 4 maisons d'édition en même temps. Et je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Mmh. Donc voilà un peu comment ça a commencé. Donc j'ai écrit plusieurs livres. D'abord, je crois que le premier livre que j'ai écrit, c'était mon carnet slow pour une vie en conscience. Et donc c'était un livre avec plein de pratiques pour ralentir, prendre soin de soi et sur le mouvement slow life, sur le mouvement slow de manière générale. Ensuite, j'ai travaillé avec les éditions Jouvence et je travaille toujours avec eux. C'est ma maison d'édition. Et en fait, ils m'ont contacté et m'ont dit, vous avez une histoire à raconter. J'ai dit, parce qu'elle travaille beaucoup avec l'intuition en éditrice. Charlène, si tu passes par là, merci. Et elle me contacte et elle me dit, on pense que vous avez une histoire à raconter.
Et c'est parti de là, et ça a été et donc le premier livre que j'écris chez eux, c'est Vibration, qui a été un best-seller qui est sorti du coup chez Livre de Poche. Et ça a été un moment très très fort, mais paradoxalement, je parle du son dans ce livre que sur un chapitre. Ah oui? Alors, je parle de la vibration pendant tout le Oui. livre, donc quelque OK. part, je parle de son Oui. pendant tout le livre, mais il est sorti en 2020. Donc à l'époque, Ah oui. j'étais en train de commencer à lancer l'art du son. Je travaillais déjà avec le son, c'est d'ailleurs pour ça qu'il était si prégnant dans le livre, mais c'était d'abord un livre plus globalement sur la vibration et sur comment on explique aujourd'hui le monde de l'invisible à travers toutes les croyances, toutes les traditions à travers le monde. C'est un livre que j'ai écrit un peu partout dans le monde. Je l'ai écrit dans la jungle en Colombie, je l'ai écrit pendant que j'étais au Pérou dans la vallée sacrée, j'en ai écrit un bout quand j'étais en Inde au bord du Gange. Ça a été un livre très 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 puissant. Autant au moment de l'écriture qu'une fois qu'il est sorti, j'ai des personnes encore aujourd'hui qui me disent qu'ils mettent le livre chez eux, qu'ils le posent, tu vois, par exemple sur leur cheminée ou autre, parce que il vibre quelque chose de très spécial. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. C'est marrant, ça me fait tout bizarre de me replonger Oui. là-dedans, c'était il y a longtemps. Mais donc voilà, et puis à Et la oui. suite de ça, j'ai écrit d'autres livres. Là, je travaille sur d'autres manuscrits, dont un manuscrit qui met du temps à voir le jour, parce que je veux vraiment bien le travailler. Mais Mmh. donc voilà, donc j'espère que ça sera quelque chose qui continuera, parce que j'aime beaucoup écrire. Et puis c'est un processus puissant, la mise au monde d'un ouvrage. Très très puissant de travail sur soi, d'introspection. Mmh. Je sais Ouais, pas tout si j'ai à fait. répondu à ta question du tout, je suis Tot partie dans tous les Oui. sens là. Non, non, t'inquiète pas, c'était parfait et je trouve que c'est super aussi, même, voilà, pour les gens qui découvrent ou, pour, tes élèves aussi de voir tout le parcours que tu as eu et aussi, les opportunités que tu as su saisir aussi. Tout à l'heure, tu parlais de mon histoire familiale. En fait, ce livre, ça a été vraiment l'aboutissement de 30 ans d'exploration et une sorte de réconciliation aussi par rapport à mon histoire familiale autour du sujet de l'invisible. Puisqu'en fait, le livre traite du monde de l'invisible et de comment finalement, à travers le monde et à travers les traditions, on parle d'une chose qui est finalement une seule et même vibration magnifique d'ailleurs. Mmh. Si on a toujours quelque chose à raconter, une histoire à raconter. Oui, tout à fait. Justement, tu nous parles de vibrations avec ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment agit le son, sur le corps, le cerveau, au niveau, des fréquences, vibrations, résonances? Que dit potentiellement, la science et les recherches? Est-ce que tu as observé aussi? Oui, alors très, très vaste sujet. Rejoignez l'art du Mmh. son si ça vous intéresse, parce que voilà, pour le coup, vous allez vous faire plaisir, parce qu'on réunit vraiment, tout à l'heure, je te parlais d'études scientifiques, donc là, je vais un petit peu te dire ce que on retrouve le plus validé par la science aujourd'hui. D'ailleurs, donc sur l'art du son, on a créé le codex qui est à ce jour, on est à 107 études qui ont été répertoriées et classées par thématique sur comment le son va agir sur nous dans toutes nos dimensions en fonction de ce qui aura été bien sûr recherché. Mmh. Alors, justement, alors tu vois, tu parlais de vibration. Les différents livres que j'ai écrits, Vibration et Harmonie, ils sont intéressants parce qu'ils vont te permettre d'explorer vraiment cette notion de fréquence au sens large et de vraiment rentrer dans le sujet de la fréquence, de ce que signifie finalement ce qu'on dit, oui, on vibre, haut, bas, tout ça, bref. Donc c'est explorer, mis en parallèle avec justement ce que dit la science. Mais plus spécifiquement, en sonothérapie notamment, le son, il va agir de différentes manières. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais allez, on va retenir 2 à 3 grands effets très remarquables qui rendent vraiment la sonothérapie si exceptionnelle. La première, ça va être d'agir sur les ondes cérébrales. Donc en fonction des sons qu'on va proposer, soit par rapport à leur rythme, soit par rapport à certaines fréquences jouées ensemble. Bref, il y a différentes techniques qu'on va utiliser avec le son et différents types de sons vont induire en fait des états modifiés de conscience de manière très simple, vont finalement avoir une influence sur nos ondes cérébrales. Le deuxième grand effet très intéressant qu'on observe avec le son, c'est bien sûr la vibration mécanique. Quand tu touches un bol il vibre, il bouge. Mmh. Un diapason, de la même manière, tu le poses sur le corps, il va mettre en vibration
les tissus du corps, les liquides. Donc ça, c'est le deuxième grand effet intéressant avec le son. Ça va être vraiment la vibration mécanique, le mouvement vibratoire qui va être proposé aux tissus, au corps, etc. Et la troisième manière que va avoir d'agir le son, c'est plutôt un peu à la manière de la musique finalement, mais pas seulement. Comment le son va agir sur la sphère cognitive, la mémoire notamment, la sphère aussi émotionnelle. Comment un son va venir éveiller chez nous des souvenirs, des émotions, va venir éveiller un imaginaire particulier. Aujourd'hui, la science, elle va venir confirmer finalement, et elle est en train de confirmer de plus en plus que les sagesses ancestrales en fait savent depuis des temps immémoriaux, ce que notre sens aussi inné, naturel, fait depuis toujours. Enfin, un enfant, moi, je suis maman depuis 2 ans, j'ai un petit garçon de 2 ans, je l'observe depuis qu'il est tout petit. Il utilise le son de manière absolument naturelle pour se faire du bien au quotidien. Quand il était bébé, il allait se coucher le soir et puis avant de s'endormir, il faisait plein de vocalises, de ce qu'on appelle la glossolalie, ah là là là, il criait, etc., pour se détendre et se relaxer avant de dormir. Donc, je pense véritablement que c'est naturel en nous d'utiliser le son pour rétablir l'harmonie et nous faire du bien. Maintenant, les grands piliers sur lesquels la science valide et surtout ce qu'elle démontre aujourd'hui de la puissance des pratiques en sonothérapie notamment, ça va être un impact sur le système nerveux, une forte capacité donc à moduler l'activité du système nerveux. Donc ça passe par des marqueurs qu'on va observer comme les marqueurs du stress, la baisse du cortisol, baisse de l'anxiété, une meilleure récupération physiologique après le stress, des ondes cérébrales, donc ça qui sont facilement mesurées. On observe par exemple une augmentation des ondes θ, donc méditation profonde. Voilà, ça, au niveau des ondes cérébrales, c'est très facile à mesurer avec les pratiques sonores. On regarde ce qui se passe et puis on voit très facilement que effectivement, ça vient induire des états modifiés de conscience, mais aussi un impact sur le rythme cardiaque, sur la pression artérielle. Donc tout ce qui va être autour, bien sûr, du stress, mais pas seulement. Il y a un fort impact sur le système nerveux, mais aussi sur tout ce qui va être musculaire, relaxation musculaire. On a des études, notamment avec les diapasons, où on voit qu'il y a une augmentation du flux sanguin à l'endroit où on travaille, donc en particulier le muscle sur lequel l'espace du corps, la zone du corps sur laquelle on travaille, avec une meilleure oxygénation musculaire, une relaxation musculaire qui est observée. Donc ça, c'est mesuré aujourd'hui scientifiquement, mais aussi une baisse de l'inflammation. Là, il y a des études de plus en plus, c'est remarquable, où on observe baisse de l'inflammation, amélioration et accompagnement du système immunitaire, et même, attention, accrochez-vous bien, une modification de la composition bactérienne au niveau des intestins. C'est énorme. Ah oui. C'est des recherches qui sont en train de montrer qu'avec certains sons, certaines fréquences, on peut aller faire diminuer les potentielles bactéries pathogènes dans les intestins et augmenter certaines bactéries qui sont bénéfiques. C'est incroyable. Oui. Incroyable. Sur la douleur, alors ça fait déjà pas mal de temps qu'on commence à avoir des études qui montrent qu'il y a une vraie baisse significative de la douleur. Je te donne un exemple, une étude qui a été menée par l'Université de médecine d'Aix sur des personnes qui avaient la fibromyalgie. On prend 2 groupes, il y en a un à qui on fait une séance de relaxation et l'autre groupe, on fait séance de relaxation, la même séance, mais on rajoute des diapasons. Eh bien, il y a une vraie baisse significative de la douleur dans le groupe avec lequel on a proposé aussi du diapason. Autre étude, des personnes qui font du tambour à plusieurs, on se rend compte qu'il y a un vrai impact sur le système immunitaire et endocrinien chez ces personnes qui viennent de faire une séance au tambour. Voilà, et puis alors des études comme ça, je pourrais t'en montrer d'autres, mais ce qui est surtout notable, c'est que, ok, on l'avait senti, et c'est très important que des études scientifiques le confirment, que avec le son, on crée des états de bien-être, c'est quand même notre métier à la base, mais ce qu'il y a aussi de très important, c'est que ces études, elles montrent la puissance de cet outil, de la sonothérapie, parce qu'il y a des études qui viennent comparer différentes techniques de relaxation, et la plupart du temps, c'est les techniques avec le son qui sont plus efficaces. Par exemple, pour ceux qui connaissent, il y aura peut-être des personnes dans ton auditoire qui ont pratiqué la relaxation de Jacobson, où on vient contracter certains muscles du corps. Donc c'est une technique de relaxation.
on vient comparer avec une technique de relaxation avec des bols, eh bien, on s'aperçoit que le groupe qui a utilisé les bols a une plus grande baisse de l'anxiété, et des marqueurs aussi au niveau du stress, des marqueurs biologiques qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, tu me lances sur un sujet en plus qui me passionne. mais voilà, je pense que j'aurais plein d'autres choses à dire, mais là, je pense que tu perçois à quel point c'est extraordinaire. Effectivement, super intéressant et ce que tu dis par rapport à justement le son, les études qui ont été faites et qui sont, encore plus en train de se développer aussi, je pense que c'est important parce que parfois, peut-être si on veut intégrer ces pratiques, dans, des centres ou autres, peut-être des personnes ne vont auront besoin de ces preuves, on va dire, Ouais. plus scientifiques, on va dire. Heu, voilà, des personnes qui sont peut-être moins sensibles à ce côté plus invisible, on va dire, des vibrations et cetera. Donc je trouve que c'est hyper intéressant aussi que ça se développe, à ce niveau-là. Bah, en fait, là, tu mets le doigt sur quelque chose avec la sonothérapie, c'est que c'est une pratique aujourd'hui qui va être... la sonothérapie aujourd'hui, elle va être pratiquée avec différentes approches. Il y a des personnes qui vont être fondamentalement sur la sphère énergétique, qui vont pratiquer, par exemple, certaines techniques, comme je te dis tout à l'heure, de médecine chinoise, en travaillant sur les méridiens, avec les sons, avec les diapasons. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont pas du tout être sensibles à une approche énergétique, voire pas du tout adhérer à ce qu'on appelle le vitalisme, cette idée qu'il y a une force vitale qui nous anime, mais qui vont utiliser la sonothérapie dans des milieux où on va s'intéresser plutôt à ce que ça va agir sur, comme on le disait tout à l'heure, la sphère cognitive, le système nerveux, le stress, etc., dans des milieux hospitaliers, par exemple. Et l'un va pas sans l'autre, c'est-à-dire que finalement, ce que je trouve intéressant avec la sonothérapie, c'est que quel que soit, on se répète, mais quelle que soit notre approche et notre sensibilité, elle va venir trouver un point d'intérêt. Oui, tout à fait. Super intéressant. Et du coup, c'est quoi ton instrument, préféré ou ton association peut-être d'instruments préférés? En fait, longtemps, je t'aurais dit le piano peut-être, parce que je crois qu'à travers le temps, enfin toute ma vie, c'est vraiment un instrument qui me touche énormément, qui m'a beaucoup aidée aussi quand j'ai eu le covid long. J'ai eu un D'accord. covid long en 2022, très long, si je puis dire justement, et OK. le piano m'a beaucoup aidée. Mais aujourd'hui, je te dirais que j'ai pas vraiment d'instrument préféré. C'est très compliqué. En fait, c'est une question qui est trop compliquée. Ce que Ouais, j'aime je comprends. vraiment le plus finalement, c'est pas un instrument en particulier, c'est quand 2 instruments, l'un après l'autre, vont créer quelque chose d'unique parce que leurs associations ensemble vont, permettre un cheminement, vont raconter une histoire, vont ouvrir un paysage sonore et je crois que c'est plus ça qui me fascine, c'est comment je vais faire dialoguer, 2 sons ensemble ou 3 sons ensemble. Bah, après bon, c'est pas par hasard que ma méthodologie s'appuie notamment là-dessus, sur un D'accord. certain ordre avec les fréquences, avec les instruments qui vont créer des états particuliers, des effets bien spécifiques. Donc c'est plus ça, tu vois, par exemple une flûte juste après un tambour ou avec, Mmh. un tambour de l'océan ou alors, un bol en cristal qui est joué, juste après un piano ou avec, ça me fascine, ça me passionne, voilà. J'ai pas d'instrument préféré. Je les aime tous, voilà. Je comprends. Tu vois, par Je exemple, j'aimerais comprends. bien me mettre au saxophone. En ce moment, je me suis dit: «Ah, je ferais bien un atelier de saxophone». Tu vois? Ouais, OK. C'est infini, en fait, et quand tu Ouais. t'aimes vraiment la sonothérapie, tu peux plus t'arrêter, tu les aimes tous, enfin, comme t'aimes la Mmh. musique de manière générale. Ouais, OK, trop bien. Et du coup, tu parles aussi, sur tes réseaux, j'ai vu que tu parlais de la harpe en cristal, et j'ai vu que tu avais notamment dit aussi: «C'est l'instrument qui nous choisit». Est-ce que tu peux, enfin, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, ça répond un peu à ta question de l'instrument préféré, parce que j'allais te Mmh. dire, finalement, mon instrument préféré, c'est celui qui, à un instant T, me parle, résonne, me fait du bien Ça et cetera. selon le contexte quoi Selon aussi, le émotionnel contexte, et émotionnel, mais aussi selon la période de ma vie et cetera. Et d'ailleurs, même chez nos clients, et même chez mes élèves et chez leurs clients à eux, ils observent vraiment qu'il y a des périodes de vie où ils vont adorer un instrument et une période où ils peuvent pas le supporter. Par exemple, moi, pendant des années, j'ai pas pu supporter les bols de cristal
C'était impossible, je pouvais pas les écouter, je trouvais ça désagréable. Et aujourd'hui, le cristal, c'est justement, je vais te parler de la harpe en cristal, c'est un des instruments avec lequel je travaille le plus et qui m'apporte le plus en ce moment. Ok. Et tu vois, j'ai des élèves, ils peuvent pas supporter le gong, et puis 3 ans après, ils sont fascinés et ils utilisent le gong énormément. Et c'est en ça que je dis que l'instrument, il nous choisit, c'est dans le sens où nous, on va avoir peut-être une idée de ce qu'on va faire avec un instrument. On s'est peut-être dit, tiens, je vais acheter un bol parce que les bols, c'est ce qu'il faut faire pour ma pratique, si par exemple je fais du massage en institut. Alors qu'en fait, en réalité, ce qui se passe le plus souvent et que j'observe avec mes élèves le plus, c'est que ils vont avoir comme un choc, un coup de cœur. Et c'est plus qu'un coup de cœur, c'est un choc souvent. Une rencontre hyper forte avec un instrument. Peut-être quelque chose auquel ils s'attendaient pas forcément. Alors parfois oui, mais parfois pas du tout. Par exemple, ils vont entendre le son d'un tambour ou ils vont découvrir un instrument quel qu'il soit, la flûte, un instrument cristal, le didgeridoo, le handpan. Et il y a quelque chose de très fort qui va s'éveiller en eux. Et généralement, c'est soit parce que l'instrument, il a quelque chose, la plupart du temps, à nous enseigner, à nous faire explorer de nous-mêmes, à éveiller en nous. C'est aussi un moment de notre vie où on est prêt à révéler quelque chose ou à explorer des parts de nous qu'on n'était peut-être pas prêt avant à explorer. Ça permet aussi, en tant que praticien, quand tu explores un instrument en particulier, de révéler quelle est ta forme à toi d'accompagnement la plus naturelle et la plus magique que tu es. Tu vois, par exemple, toi, Emeline, je sais pas, peut-être que, eh bien, tu vas te rendre compte que l'instrument qui t'appelle le plus, c'est un calice en cristal. Et quand tu vas te renseigner sur l'instrument et que tu vas jouer avec lui, ça va te connecter avec des parts de toi-même que tu avais peut-être pas encore osé mettre en lumière dans tes accompagnements, comme par exemple l'intuition, tu vois, je dis ça comme ça. L'intuition. Et en fait, tu vas te rendre compte que les espaces que tu es vraiment à même de créer et qui sont ceux qui sont beaux et sublimes avec Emeline, c'est les espaces où on va se connecter à son intuition, à l'amour, à la douceur, à la légèreté, etc. Alors que peut-être que si tu avais Ok. croisé le tambour, c'était que tu étais amené à connecter en toi une part plus dynamique, plus autour de la libération des émotions. Enfin bon, bref, c'est extrêmement vaste, tu t'en doutes. Mais voilà, c'est ça que je veux dire c'est l'instrument qui nous choisit ou tout simplement que tu as besoin de ces fréquences-là à ce moment de ta vie. Et sur la harpe en cristal, ça me tient vraiment à cœur d'en parler. C'est à ce jour l'instrument de toute ma carrière qui a eu les effets les plus puissants que j'ai notés, à la fois sur d'autres personnes mais aussi sur moi-même, en termes de ressenti vibratoire, c'est-à-dire qu'après une séance et pendant une séance, tu sens vraiment les liquides du corps qui vibrent. Alors la harpe en cristal, pour les gens qui voient pas, normalement on devrait l'appeler tube allophone en cristal, ce sont des tubes en cristal, tout simplement. On va venir D'accord. les frapper avec un petit maillet, une petite maillotche, on vient frapper sur les tubes et ça fait un son qui est extraordinaire, très beau. Peut-être que tu pourras mettre un extrait si tu y arrives ou si ça s'y prête, si tu veux. Bah écoute, Ou oui. un lien sous ton podcast si vous voulez Ouais, aller tout écouter. J'ai à fait une fait. vidéo sur ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez aller découvrir. Oui, super. Et après l'avoir écouté, on observe souvent qu'on sent vraiment comme les liquides à l'intérieur qui vibrent. Mais c'est une sensation qui est très puissante, très subtile, très particulière. Mais aussi au niveau des états modifiés de conscience, j'ai exploré des états modifiés de conscience avec cet instrument que j'avais jamais exploré de ma vie. Et pourtant, j'en avais quand même beaucoup exploré. Et avec aussi, c'est pour moi l'instrument qui a la plus grande capacité régulatrice sur mon système nerveux, puisque j'ai une condition de santé très particulière au niveau du système nerveux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de régulation du système nerveux, c'est normal, c'est un sujet qui est central, enfin en tout cas très important dans notre société actuelle, puisqu'on est dans un monde mm, qui challenge notre système nerveux, si je puis dire. Ouais. Et c'est un des instruments que j'ai observé qui est le plus puissant à ce sujet-là, notamment dans des cas de vraie profonde dérégulation du système nerveux, donc des systèmes nerveux qui sont dérégulés au point d'avoir un impact sur la sphère artérielle, sur la digestion, sur le sommeil, etc. Donc voilà, très 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 puissant. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous le connaissez pas. C'est voilà un instrument que je trouve Ouais. extraordinaire. Donc un de mes instruments préférés du moment, oui, et celui sur lequel j'aimerais faire mener des études scientifiques, absolument, parce que je pense qu'il a vraiment quelque chose à apporter je te disais, dans tout ce qui va être la sphère neuropsy en particulier, mais pas seulement. Trop bien, trop intéressant. Mais c'est vrai que c'est un instrument que j'ai jamais vu en fait.
ou très peu écoutée. Donc je vais m'y pencher un petit peu plus. Est-ce que tu as vécu des expériences? Peut-être tu veux nous raconter une expérience que peut-être particulièrement marquante pour toi que tu as vécue grâce au son? Cette question J'imagine est plein. cette question elle est pas évidente. Ouais. Peut-être qu'il y a Déjà quelque je chose là, ouais, qui te vient un peu plus où tu ouais, il y tu a t'es peut-être dit: «Ouais, là, ça m'a, ouais, ouais». il y a 2 histoires. J'en ai vécu vraiment énormément tout au long de ma vie, des moments, très spéciaux. Mais d'ailleurs dans mon livre Vibration, il y a beaucoup de partages, de moments de vie extraordinaires comme ça, des rencontres Mmh. aussi avec des personnages, incroyables, enfin mais là, comme ça, il y a 2 choses. La première chose que je voulais partager, c'est que je reçois tous les jours des messages, plusieurs messages de mes élèves qui me racontent ce qu'ils vivent dans leur cabinet ou dans leurs ateliers et c'est époustouflant, c'est émouvant, c'est hallucinant. Le nombre de messages que je reçois de personnes qui me disent: «Waouh, aujourd'hui, j'étais, en soins palliatifs, le monsieur, il avait telle problématique, il a tel cancer et ben, on a fait une séance, ça faisait 3 jours que ça n'allait pas et je suis venue faire une séance pour le détendre et lui apporter un peu de douceur dans ce moment qui est, voilà, innommable et en fait, bah, on a dû appeler les infirmières parce que ça et ça et ça s'est arrangé d'un coup et qu'on n'a pas compris ce qui se passait. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, un partage qui m'a beaucoup touchée cette année, et j'en parle souvent, c'est une de mes élèves qui s'appelle Cynthia et qui m'a raconté que elle recevait une adolescente de 13 ans qui a pas mal de problèmes au niveau de la santé mentale, dépression, TOC. Elle prend des médicaments pour le sommeil, pour la dépression, Oui. des anxiolytiques, etc. Mmh. À 13 ans, avoir une qualité de vie qui est compliquée à cause de sa santé mentale. Et elle fait une séance avec mon élève et au sortir de la séance, elle dit: «Ah, je me suis jamais sentie aussi bien». Elle dort super bien et là, ça fait plusieurs mois qu'elle l'accompagne et avec la pédopsychiatre, ils sont en train de baisser, les médicaments, notamment pour dormir, baissent les anxiolytiques. Donc c'est un exemple, encore une fois, je Super. je veux faire attention quand je partage ça. Heu, Mmh. on est sur des espaces de bien-être. Attention, on ne promet pas de guérison, on n'est pas substituable, on peut pas substituer, pardon, on peut pas remplacer des médecins, on ne fait pas de diagnostic. Encore une fois, on est sur une pratique de bien-être. J'insiste bien là-dessus parce que souvent, voilà, c'est important de le redire. Mais en même temps, je trouve ça extraordinaire de voir à quel point le bien-être, c'est puissant, véritablement, et à quel point ça peut faire la différence. Et sinon, une expérience que moi j'ai vécue, qui m'a marquée, je sais pas pourquoi, c'est souvent celle-là qui me reste, c'est j'étais bah, toujours pareil, dans le nord de l'Inde pendant cette formation de mantra-thérapie. Et en fait, on nous faisait nous allonger et tous les élèves, toutes les personnes venaient se mettre en cercle autour de soi. Donc moi, voilà, je m'allonge, tous les élèves se mettent en cercle autour de moi et ils répètent un mantra, tous ensemble. Donc je sais pas, il devait être 20 à peu près, 20 élèves et ils récitent un mantra pendant longtemps. Pendant au moins une demi-heure, ils récitent et récitent et récitent le même mantra et je suis allongée au milieu et on disait souvent en sonothérapie, on disait: «Oui, enlevez, les lunettes, les montres, ce qui sert pendant les séances de sonothérapie». Et je m'étais toujours dit: «Oui, bah, oui, c'est plus confortable, tu te détends et cetera». C'est logique, tu vois? Quand tu vas te faire masser ou tu te détends, voilà. Mais là, Mmh. j'ai vécu un truc que j'avais jamais perçu avant, c'est que j'avais gardé mes lunettes de vue, sur le visage et en fait, au bout de quelques minutes, j'ai senti mes lunettes qui se pressaient contre mon visage de plus en plus fort. En fait, il y avait une véritable, pression, alors je sais pas si c'était une énergie centrifuge ou je sais pas, parce que j'étais dans un cercle, tu vois? J'étais au milieu d'un cercle mais tous ces mantras et ces chants, ça produisait vraiment des vibrations hyper intenses et les lunettes s'enfonçaient dans mon visage, s'enfonçaient dans mon visage. Alors on va dire: «Oui, c'est parce que tu t'es détendue et que du coup ça semblait hyper lourd». Mais Mmh. non, je promets que non, parce que des séances de relaxation avec Ouais. des lunettes, j'en ai vécu plein. Mais là, j'avais vraiment une sensation, la vibration qui pesait sur mon corps, l'air était devenu très, très dense et puis j'avais l'impression que le son avec toutes les harmoniques, j'avais l'impression qu'il y avait 100, 200, 300 personnes qui récitaient des mantras. Enfin, Ouais. c'est un moment qui m'a marquée. Alors je suis pas en train de dire que c'était vraiment les vibrations qui poussaient mes lunettes, peu importe, ce qui est important, c'est avec quelle intensité j'ai vécu la séance. Et ça, c'est vraiment une expérience que j'invite toujours à faire. Je trouve que c'est vraiment une pratique qui est incroyable, d'être dans un cercle au milieu de personnes qui chantent. Alors pas forcément des mantras, mais qui chantent ou qui récitent des choses. C'est très, très, très puissant, sur tous les plans. Donc j'avais beaucoup Oui, aimé, c'est cette ouais. expérience-là.
Mais voilà, mais il y en aurait plein, hein. Oui, qui t'a particulièrement marquée, Il y en et aurait qui plein en vrai. effectivement, avait l'air d'être assez puissante. Mais, voilà, après ça dépend effectivement de enfin, chaque personne et chaque expérience, est vécue différemment, à un moment, donné en fait, aussi. Mais c'est sûr que moi personnellement voilà, j'en ai vécu aussi et j'y crois, totalement, par rapport à ça donc, mmh. Et toi alors, c'est quoi OK, hyper l'expérience intéressante. sonore qui t'a le plus marqué? Ah! Alors, bah, c'était il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en début d'année. J'étais en genre de retraite en fait, de Daoyin. D'ailleurs j'ai interviewé ma prof, de Daoyin, justement. C'est une pratique, ancestrale chinoise, qui est l'ancêtre du qigong, mais qui est plutôt une pratique qui est Mmh. assise, assez ancrée. Et et du coup, voilà, on passait un week-end ensemble et elle explore aussi pas mal de, visions du bien-être et de pratiques aussi bien-être, notamment avec les bols chantants et avec la sonothérapie. En fait, elle a repris un enregistrement qu'elle-même avait vécu dans un zone. Donc moi, OK. je l'ai jamais vécu ça, mais du coup, c'était, enfin, elle avait mis le son, du coup, sur une enceinte, hein, donc on était dans une grande pièce, où on pratiquait, ce Daoyin du coup. Mais, elle a mis un enregistrement et là d'un seul coup des grands gongs, d'une genre de elle je sais pas quel instrument c'était, mais ça ressemblait comme une genre de trompette, mais, hyper ancienne, qui venait de Chine, je crois. Mais qui était hyper puissant, quoi. Et on était plusieurs, on était, une dizaine, dans la pièce et on a chacun en fait, pendant 1 heure, ça s'est passé, 1 heure ou 1 heure et demie, je sais plus. On a chacun en fait, vécu une expérience totalement différente et Mmh. le lendemain, en fait, on en a parlé et bah, pour tout te dire, du coup, moi, en fait, je l'ai pas très bien vécu parce que du coup, ça m'a vraiment fait des sensations de comme s'il y avait la guerre, enfin moi, j'étais vraiment partie dans un truc, Mmh. un peu terrifiant, tu vois? Voilà, à m'imaginer des scènes et cetera et alors que d'autres personnes, très tranquilles: «Ah non, moi j'ai imaginé le bruit des vagues, j'étais trop bien au Oui. bord de la mer et tout» et du coup, je dis: «Mais waouh, c'est incroyable» Mmh. parce que du coup, ça Oui. te met vraiment face à toi-même et face à tes états, enfin, tes sécurités et ton insécurité intérieure que tu peux ressentir finalement. Oui. Donc enfin, c'était ultra puissant, quoi. Mais là, tu mets le doigt Voilà. sur quelque chose d'essentiel en sonothérapie. C'est qu'un même son, une même pratique sonore peut générer chez une même personne, chez toi, tu aurais très bien pu, toi, réécouter la séance le lendemain ou dans 3 mois et ne pas du tout C'est vivre ça, la même chose. Et totalement. plusieurs personnes dans la salle, elles vont chacune vivre, comme tu l'as dit, des choses complètement différentes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est extrêmement important de pratiquer d'une certaine manière, avec de la structure, avec de la méthode, pour que s'il y a une personne, comme par exemple Emeline, qui a été contactée à quelque chose d'inconfortable, on puisse l'aider à soit mettre de la lumière sur cet inconfort, soit à aller vers autre chose à explorer et pas rester uniquement dans l'inconfort. Donc c'est une des choses qui me fascine le plus et qui est au cœur de la méthode que je propose. Donc merci beaucoup d'avoir partagé, ça résonne très fort. Oui, avec plaisir. Mais c'est vrai que, ouais, c'était la 1re fois que je vivais quelque chose d'assez, intense. Enfin, j'en ai déjà vécu avec des gongs, tout ça, mais là, c'était, ouais, c'était particulièrement intense effectivement selon ce contexte-là du coup, et et du coup, pour revenir, à, ce côté plutôt parce que tu sais, je viens du monde du spa, du bien-être, Mmh. voilà. Oui, Dans les spas, dans les centres de bien-être, on retrouve, souvent alors tu dis que ça se développe de plus en plus et je suis oui. totalement d'accord. J'aimerais que ça se développe de plus en plus justement. Mais souvent on va retrouver et s'il y en a parce que, voilà, il y a des fois où il y en a même pas du tout. Par exemple, des bols chantants ou à la rigueur, Ouais. Tingcha ou mais pas forcément plus que ça, à part les centres très spécialisés. Oui. Hem, Qu'est-ce que toi tu recommanderais et pourquoi, pour intégrer cette sonothérapie dans les centres de bien-être? Alors, effectivement, la plupart du temps, quand la sonothérapie est intégrée, on va retrouver beaucoup les bols chantants. Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, c'est un des instruments de sonothérapie qui est les plus polyvalents.
C'est aussi celui sur lequel on a le plus, entre guillemets, d'études. Mais encore une fois, c'est un des instruments les plus polyvalents. Dans les instruments de sonothérapie, je te disais tout à l'heure qu'il y en a qu'on va utiliser particulièrement parce qu'ils induisent très facilement des états modifiés de conscience, notamment la relaxation profonde. Et dedans, on va avoir le tambour, le bol, les instruments en cristal, le didgeridoo et d'autres instruments. Mais au sein de ces instruments, que j'appelle les instruments de profondeur selon la méthodologie que j'ai créée, parmi ces instruments de profondeur, il y en a qui vont se prêter plus à une pratique de type institut, spa, parce que notamment, par exemple, le tambour est très puissant, il peut amener des espaces moins sécurisants, là où le bol chantant, lui, il va être très polyvalent, il s'adapte au plus de public possible, tout type de public, état de santé, etc. Et il va permettre de créer des états modifiés de conscience très facilement, avec un son qui est répétitif, qui permet de ralentir les ondes cérébrales. Donc c'est totalement logique. Et d'autre part, il est extrêmement polyvalent parce que tu peux juste le faire écouter pour relaxer, détendre, etc. Mais tu peux aussi masser en le posant sur le corps. Donc c'est évident que c'est vraiment un des instruments qui se prête le mieux aux instituts et que, et comme tu dis, c'est superbe que ça se déploie. Maintenant, il y a d'autres instruments que j'aimerais beaucoup voir davantage. Les instruments en cristal, je trouve, s'intègrent de plus en plus. On les voit de plus en plus dans les instituts. Mais en particulier, moi, je trouve que plus que les bols, je trouverais ça super intéressant, qui est la harpe en cristal. D'accord, ouais. Vraiment, pour le coup, je trouve que c'est un instrument qui serait magnifique en institut, parce que c'est un instrument où tu peux en jouer pas forcément très longtemps, quelques minutes, qui peut s'intégrer dans presque la plupart des soins que tu vas proposer en institut, comme tu peux intégrer le bol d'ailleurs, mais de venir intégrer donc le tube allophone en cristal, il va avoir des effets très importants sur un temps qui est très court. C'est-à-dire que même si tu joues que 2 minutes ou 3 minutes, il va avoir un effet très rapide à relaxer, détendre la personne, faire relâcher le mental. Et il a ce côté au niveau sonorité qui est plus aigu, plus aérien, plus cristallin, évidemment, puisque c'est un instrument de cristal, que le bol chantant. Le bol chantant, comme la harpe en cristal aussi, peuvent, selon les publics, parfois un peu agacer. Et ça, ça dépend aussi du goût de chacun. Et je trouve que c'est intéressant. Et pas seulement, il y a d'autres critères, mais on va pas rentrer là-dedans ici, ce serait trop long. Mais je trouve que ça peut être très intéressant de venir intégrer la harpe en cristal. Il y a son aspect aussi esthétique et je trouve qu'il est très aligné avec le monde de l'institut. Cet espace où on a envie de cette beauté quand on va dans un institut, faut le dire. Moi, quand je vais dans un institut, la beauté, elle fait partie du soin. Et donc je trouve que c'est un instrument qui s'y prête très très bien. Et puis après, plus facilement, les carillons, pourquoi pas, c'est rien du tout, même en termes d'investissement et de formation. Et je trouve que c'est magnifique, ça ajoute vraiment quelque chose à l'expérience, un carillon en début, au milieu, en fin de séance, waouh. Le ruisseau aussi, c'est un disque de pluie, c'est comme un arbre de pluie, je sais pas si tu connais. Tu vois ce que c'est un arbre de pluie, mais c'est en format de disque. Et ça, c'est merveilleux avec cette eau qui coule, c'est hyper cohérent aussi en spa. Le diapason, pourquoi pas, là j'ai dernièrement dans un institut, il y a quelqu'un qui m'en a proposé à la fin, juste frapper 1 ou 2 fois pour venir réharmoniser en fin de séance, ou en début de séance même, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis alors un peu plus, moins mainstream, hein, un peu plus niche, ce qui va être les cloches tubulaires. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est des tubes en métal qu'on va venir suspendre. C'est comme des cloches, mais en forme de tube, cloche tubulaire, tu vois. Ouais. Et quand tu viens frapper, peut-être si je trouve un lien, je te le donnerai pour mettre sous la vidéo. Ça peut être, mais d'avoir des cloches tubulaires assez grosses qu'on pourrait mettre dans la salle de soins et qu'on vient frapper en début et en fin de séance. Magnifique, ça pourrait être très très beau. Moi, j'aimerais beaucoup retrouver ça en institut. Hein. Trop bien. Super. Donc, fais passer le message. Puis nous aussi, on travaille sur pas mal de projets avec des instituts. Donc, ça va, j'ai répondu à ta question. Totalement. Oui. Totalement. Super. J'ai 2 dernières questions pour toi. Si une personne découvre aujourd'hui la sonothérapie, par quoi lui conseilles-tu de commencer? Alors, j'ai fait une vidéo YouTube sur ma chaîne où j'explique les 4 grandes pratiques qu'on voit souvent en sonothérapie. Donc méditation sonore, massage sonore, bain sonore et voyage sonore. Ça peut être intéressant de la regarder parce que, bon déjà c'est une vidéo qui est courte et qui permet de comprendre tout de suite c'est quoi le 4 grands types de séances qui existent. Il en existe bien plus que ça, mais en tout cas les 4 séances majeures.
et à la fin, en 10 secondes, je dis: «Voilà, comment tu peux choisir ta pratique en 10 secondes, celle qui te correspond?» En fait, je pense que si tu commences en sonothérapie, ce qui est intéressant, c'est d'aller vers quelque chose qui t'appelle et qui correspond aux besoins du moment. Parce que si, par exemple, tu as un état de santé particulier ou un état émotionnel en ce moment et que tu vas vers une pratique qui est pas forcément appropriée, bah, tu vas pas forcément le bien vivre et tu vas rester un peu sur un avis de la sonothérapie qui est peut-être pas exactement, «véridique» entre guillemets, puisque c'est juste un aspect qui est pas forcément celui Mmh. qui est fait pour toi. Donc j'invite vraiment à regarder cette petite vidéo qui est très courte et qui te permet de bien comprendre, bah, c'est quoi la méditation sonore, c'est quoi le massage, c'est quoi le bain sonore, c'est quoi le voyage et te dire: «Ah bah tiens, c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus». Par exemple, si, tu veux, méditer et vraiment, explorer, la pratique de la méditation, méditation sonore, yoga du son et cetera. Si tu veux explorer comment le son, il met en vibration tes tissus, comment ça se passe concrètement quand ça fait, bouger le corps, peut-être massage. Si tu veux explorer une relaxation très profonde, où tu vas venir te ressourcer et recharger les batteries, plutôt le bain sonore. Et si tu veux vivre des explorations intérieures qui soient puissantes, qui soient riches et que tu veux voyager avec la conscience, plutôt le voyage sonore. Mais il y a plus de subtilité, donc j'invite vraiment à regarder la vidéo, ça sera un bon complément. Très bien. Maintenant, ce par quoi j'invite à commencer, c'est tout simplement à écouter. C'est vraiment, la base de la base de la sonothérapie, c'est l'écoute et Mmh. pour moi, c'est même la base de la base de beaucoup de pratiques, toutes les pratiques d'accompagnement et de la santé a priori, mais aussi, la plupart des pratiques qui existent dans le monde. L'écoute. Donc ça commence par écouter, ton souffle, les sons qui t'entourent, de prendre, 5 minutes, de pause, entre 2 réunions, entre 2, pour simplement écouter. Écouter le son de ta respiration, écouter les sons qui sont autour de toi et je dis toujours que les personnes qui explorent la sonothérapie, ça c'est un des trucs les plus puissants que j'observe chez mes élèves. Ils n'entendent plus du tout de la même manière, ils ne parlent plus de la même manière. En fait, il y a des nouvelles connexions, au niveau cérébral qui se créent quand on explore la musique, mais le son, la sonothérapie de manière générale et ils le disent, 1 fois sur 2, minimum. La plupart du temps, ils me disent: «Ah mais moi mes élèves de yoga», par exemple, j'ai des profs de yoga, ils me disent: «Mais mes élèves, ils me disent que j'ai plus la même voix, que je parle plus de la même manière». Donc pour moi, ça passe par là, l'écoute et puis j'inviterais vraiment à explorer les pratiques vocales, ne serait-ce que prendre, tiens, voilà, je vous donne un exercice à faire aujourd'hui, demain, quand vous avez, 3 minutes après le podcast. On ferme les yeux, on écoute sa respiration et puis on va venir faire une des pratiques phares de la sonothérapie, une des plus simples et des plus puissantes qu'on retrouve à travers le temps, à travers l'histoire, à travers les cultures. Sont des fredonnements. On va simplement laisser un son naturel être émis sur l'expiration, donc mmh, tout simple, naturel, sans forcer. On peut le faire la bouche ouverte, la bouche fermée. L'important simplement d'être bien relaxé au niveau de la dent, de la langue, bien détendu. Et vous le faites plusieurs fois. Juste ça, 5 minutes. Et observez. Où est-ce que ça vibre, comment vous vous sentez. Simplement des fredonnements. C'est une des pratiques les plus puissantes, les plus simples et les plus accessibles de la sonothérapie. Trop bien. Merci beaucoup, Alors, on la Clélia. retrouve dans le yoga et dans d'autres pratiques, hein, donc il est possible que vous la connaissiez, Ouais, mais à faire et à refaire. trop bien. Bah, je m'y mettrai aussi, juste après, l'épisode pour, intégrer ça aussi. C'est intéressant aussi de prendre du temps et d'écouter et je trouve que le côté, vocal aussi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément expérimenté mais qui est hyper intéressant aussi. Je vais m'y pencher dessus. Ah bah, tu sais, dans les questions que tu m'avais envoyées, tu m'avais dit: «C'est quoi qui t'a le plus inspiré dans tes voyages?» Ouais. Alors déjà, c'est l'omniprésence de la sonothérapie, partout. Alors sonothérapie, des pratiques ancestrales en lien avec, l'harmonie par le son et cetera, la médecine par le son et cetera. Mais en fait, les pratiques vocales, là, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est une des c'est nous sommes un instrument par nature, donc Mmh. c'est extrêmement puissant. J'ai un programme complet là-dessus qui s'appelle le chant de l'âme où j'enseigne la thérapie par l'exploration vocale. C'est extrêmement puissant, extrêmement libérateur. Les expériences les plus marquantes que j'ai vécues sont avec des pratiques vocales, tant en termes de libération émotionnelle que d'impact sur, la sphère physique. C'est extrêmement puissant, très révélateur, donc vraiment, vas-y,
vas-y Emeline, fonce. Ouais, C'est pour merci. moi une des pratiques, si ce n'est la pratique la plus puissante qui soit et qui Ouais, est à notre portée, hyper pour la plupart intéressant. d'entre nous, hein. Ouais, tout à fait. Et pour, la dernière question du coup que j'ai à te poser, ce serait pour les personnes, qui nous écoutent du coup, quel message aimerais-tu transmettre, aujourd'hui? Eh bien, le message que j'aimerais transmettre aujourd'hui, c'est à la fois un message de gratitude et un message d'espoir. Un message de gratitude, parce que, ce que tu fais, toi, Emeline, et ce que font, les personnes qui t'écoutent, les personnes qui sont professionnelles du bien-être, de l'accompagnement, de la thérapie, ou plus globalement, toutes les personnes qui vont apporter, de la douceur, du bien-être de manière générale dans le monde, eh bien, sont très précieuses et que ce que vous faites, c'est extrêmement précieux. Et voilà, c'est un message en ce moment que j'ai, de manière générale, qui est important pour moi à transmettre à mes élèves, mais en ce moment encore plus. Ces derniers temps, avec l'actualité, j'ai pas mal d'élèves qui se posent des questions sur l'avenir du bien-être, sur l'avenir au sens large, mais bon, le monde n'a de cesse d'évoluer depuis des temps immémoriaux, mais qui se posent pas mal de questions et j'ai juste envie de vous dire, c'est pour ça le message d'espoir, il est aussi là, c'est que nos pratiques, elles sont importantes et plus que nos pratiques, la qualité de présence qu'on va offrir aux personnes qu'on reçoit, elles sont, je dirais pas que ça a pas de prix, mais elles sont tellement essentielles dans notre monde, dans nos sociétés. En grandissant, quand on est, alors je repense à ça encore parce que tout à l'heure je disais que j'étais maman depuis 2 ans. J'observe qu'il y a des choses en grandissant qu'on s'autorise plus à recevoir, ou en tout cas on a moins d'espace pour que ça soit possible, et que dans le bien-être, on crée ces espaces justement, pour la douceur, pour la joie, pour l'innocence, pour le plaisir, et c'est essentiel. Donc à la fois, merci. Merci, ce que vous faites est très précieux. N'oubliez pas de le faire aussi pour vous-même d'abord, et en même temps, et voilà, de penser à vous. Et espoir, parce que pour demain, plus que jamais, on a besoin de vos énergies d'amour, de votre douceur et de votre qualité de présence. Alors on pense souvent aux personnes qui souffrent, comme dans les hôpitaux. Je le disais tout à l'heure, j'ai des élèves qui travaillent aussi en soins palliatifs, en prison, etc., etc. Mais en fait, je crois qu'on a toutes et tous besoin d'espace où on peut se reconnecter à nous-mêmes et se faire du bien. Donc, merci. Et voilà, et ayez foi et confiance en votre magie. Vous êtes très précieux. Merci infiniment pour ce rappel, parce que c'est très précieux aussi de pouvoir avoir, des personnes comme toi qui le rappellent et qui sont aussi en conscience là-dessus et c'est essentiel comme tu dis. Clélia, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver, à plein d'endroits maintenant. Je suis contente de ça, notamment la chaîne YouTube, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, allez faire un tour sur la chaîne YouTube, voilà, du Green et du Love. Voilà, ça c'est toujours notre nom, Clélia Félix, du Green et du Love, voilà. Vous pouvez me retrouver sur YouTube. J'ai aussi un site internet. Je suis assez active aussi sur Instagram, beaucoup même, mais je suis aussi sur Facebook, voilà. Vous pouvez me retrouver à plein d'endroits. Je serais ravie, d'échanger avec vous. J'organise régulièrement aussi des conférences sur la sonothérapie. Vous pouvez venir poser vos questions. Enfin, voilà, on fait pas mal de choses. On fait aussi de très gros événements en ligne avec des intervenants. Donc, si vous abonnez, voilà, tiens, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est aller vous inscrire à ma newsletter. Parce qu'en vous inscrivant à ma newsletter, vous allez pouvoir faire un voyage sonore qui est extraordinaire. Même si vous en avez déjà fait, je suis sûre que vous en avez jamais fait un comme ça. Enregistré en qualité studio avec ma méthodologie, c'est un cadeau à vous faire vraiment. Et comme ça, vous serez au courant aussi si j'anime des conférences, si j'organise un gros événement en ligne, ce genre de choses. Donc voilà. Donc YouTube, Instagram, ou alors ma newsletter sur mon site internet, c'est très facile à trouver. Trop bien, merci beaucoup Clélia. Merci sincèrement, pour cet échange Merci et à toi. effectivement on mettra, tous les liens, dont on a parlé, pendant l'échange et également, via enfin qui mènent directement à tes réseaux. J'ai été vraiment, ravie de cet, échange qui était hyper, enrichissant, que ce soit, bah, par rapport à ton parcours, mais aussi ton approche, ton côté entrepreneurial aussi, qui sont, super intéressants et inspirants. Donc merci beaucoup pour ça.
Un grand merci à toi, merci, merci. Merci à toi et aux personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci Clélia. Et si vous souhaitez explorer d'autres approches du bien-être et découvrir des parcours inspirants, je vous invite à parcourir les autres épisodes. Vous y trouverez peut-être votre prochaine découverte. Et pour suivre l'actualité du podcast ou échanger ensemble, retrouvez-moi sur Instagram ou LinkedIn à Emmeline Serre. À très vite autour du bien-être.